Ça y est, c'est l'heure. L'antagoniste horrifique qui m'a été le plus demandé, et de loin, depuis la création de mon bestiaire de l'horreur, va enfin avoir le droit à son épisode. La blague a sans doute duré un petit peu trop longtemps, et il y a de grandes chances qu'une partie importante de ceux qui me réclamaient cette vidéo, depuis celle sur les Yoja, ne suivent même plus la chaîne aujourd'hui. Mais, j'assume. L'émission a eu le temps d'évoluer, et nul doute que cette vidéo sera meilleure que celle sur nos amis les Predators, qui commence à dater mine de rien. Dans tous les cas, ça y est. La forme de vie suprême, le prédateur ultime, l'un des antagonistes les plus célèbres et appréciés jamais vus sur cette chaîne, vous est enfin offert sur un plateau. Un sacré challenge nous attend et je vais faire de mon mieux pour ne pas provoquer la colère populaire. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré aux xénomorphes. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Les xénomorphes sont donc les antagonistes principaux de la franchise Alien, apparus pour la première fois en 1979 dans le film de Ridley Scott. Nous les retrouvons en 1986 dans Aliens de James Cameron, puis en 1992 dans Alien 3 de David Fincher, avant de revenir à nouveau en 1997 dans Alien Résurrection, réalisé par Jean-Pierre Jeunet. Mais bien sûr, leur aventure ne s'arrête pas là, et nous pouvons les revoir dans le crossover non-canon Alien vs Predator de Paul W.S. Anderson en 2004, puis en 2007 dans sa suite Alien vs Predator Requiem, réalisé par les tâcherons Greg et Colin Strauss. Après quelques années de pause, on explore leurs origines dans Prometheus de Ridley Scott, sorti en 2012, puis on les retrouve complètement dans Alien Covenant, toujours de Scott, en 2016. Enfin, les xénomorphes reviennent en 2024 dans Alien Romulus de Fede Alvarez, qui est à ce jour le dernier volet de la saga, et donc leur dernière apparition sur grand écran pour le moment. Mais bien sûr, la popularité des xénomorphes les a emmenés vers d'autres territoires que le cinéma, et à force, ils ont envahi à peu près tous les médias possibles. Ils sont apparus dans des romans, que ce soit dans des novélisations des films ou des histoires inédites, dans des comics, des jeux vidéo, parfois même en tant que guest dans de grosses licences. Ils ont droit à des centaines de produits dérivés dont des figurines, bref, le xénomorphe est partout. Et j'annonce d'entrée de jeu que pour cette vidéo, je me suis concentré quasiment exclusivement sur le cinéma. J'ignore donc les comics ou les bouquins, parfois non canon, et les informations qu'ils délivrent, même si certaines m'ont parfois un peu aiguillé. Pareil pour Alien vs Predator, que je citerai de temps en temps, mais pas plus, vu que ce ne sont pas non plus des films canons avec l'univers Alien, même s'ils le sont avec la franchise Predator. On s'en fout ici. En termes d'apparence, nous sommes sur une créature proprement terrifiante. Les xénomorphes de base peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres, sont de couleur sombre et sont, selon H, dotés d'une peau faite de polysaccharides, une matière similaire à la chitine, extrêmement résistante. Ils sont fins et élancés, les mains affublées de griffes longues et acérées, et possèdent également une queue impressionnante qui leur permet de garder l'équilibre, mais qui peut aussi leur servir à assassiner leur proie. Mais surtout, ce qui reste en tête, c'est bien sûr leur face charmante. Leurs crocs effrayants ne sont rien en comparaison de leur seconde mâchoire, un muscle puissant dissimulé dans leur gueule qu'ils sont capables de déployer un petit peu à la façon d'une langue de caméléon, avec assez de puissance pour percer un crâne humain. Leur face est dénuée d'yeux, mais de minuscules cavités difficiles à discerner pourraient bien leur servir d'organes optiques, et leur crâne est de taille démesurée, long et courbé un petit peu comme une banane. Giger oblige, ça n'est pas un hasard si leur crâne est de forme phallique. Et ce n'est toujours pas une coïncidence si de nombreux autres éléments de l'univers alien peuvent nous faire penser à des sexes masculins et féminins, à commencer par les facehuggers eux-mêmes. Mais nous reviendrons à ces petites bêtes un petit peu plus tard. Pour l'heure, commençons avec ce qui fut la partie la plus difficile à écrire de toute la vidéo, celle qui concerne les origines de nos créatures du jour.
Pour commencer, le mystère qui entoure les origines des xénomorphes n'est pas encore totalement levé, même si au fil du temps, nous avons eu des informations importantes, notamment dans les films Prometheus et Covenant. Tout commence avec l'huile noire, un liquide encore très cryptique, aux propriétés exactes inconnues mais qui semble assez aléatoire et le rend difficile à manipuler. On sait par exemple qu'il modifie fortement l'ADN de ceux qui entrent en contact avec. Il est utilisé par les ingénieurs, créateurs de l'humanité, entre autres pour détruire des mondes en éliminant leur population. Ce liquide peut parfois tuer les victimes purement et simplement en un simple contact, mais s'il est injecté directement dans un corps, il se passe des choses étonnantes. Sur LV-223, des vers ont muté à son contact pour devenir des hammerpads, sorte d'ancêtres des xénomorphes et facehuggers actuels. Dans Prometheus, le docteur Elizabeth Shaw est fécondée par Charlie Holloway, son mari, qui est infecté par de l'huile noire. Le fœtus qui en ressortira sera mutant et Elizabeth Shaw donnera naissance à une sorte de facehugger gigantesque qui lui-même incubera un ingénieur, ce qui donnera naissance à une autre créature affiliée aux xénomorphes, le Deacon ou proto-xénomorphe. Il ressemble fort à un xénomorphe, mais ça n'en est pas un, une sorte de cousin en quelque sorte. Par la suite, le synthétique David, créé par Peter Weyland lui-même, président de la société Weyland-Yutani, pour être aussi curieux qu'un véritable être humain, mettra la main sur cette huile noire. Il l'utilisera pour décimer les ingénieurs sur une planète qui est leur monde d'origine présumée, puis tentera de créer l'être parfait à partir d'elle, dans un désir de surpasser ses créateurs et de devenir Dieu lui-même. Sur cette planète isolée vivait déjà l'ancêtre de l'alien qui nous intéresse, les néomorphes. Les expériences de David le mèneront à créer les œufs de xénomorphes tels que nous les connaissons aujourd'hui, abritant les traditionnels facehuggers. A partir de là, tout ira très vite. L'équipage de Covenant, un vaisseau colon, sera pris dans le piège de David, qui se servira d'eux pour expérimenter et donner naissance à sa créature parfaite. Le premier xénomorphe. Bien plus tard, le vaisseau Nostromo et son équipage débarqueront sur une planète inconnue à cause d'un étrange signal, à la recherche d'une forme de vie intelligente. Kane, l'un des membres de l'équipage, se fera attaquer par un facehugger. Ce sera le début du combat entre Ellen Ripley et les xénomorphes alimentés par les machinations de la compagnie Weyland-Yutani. Mais je vous explique tout ça un petit peu plus tard. Ces origines sont bien sûr contredites dans les films Alien vs Predator, dans lesquels les xénomorphes existent depuis plusieurs millénaires, bien avant les événements de Prometheus et Covenant, et semblent être présents sur de nombreuses planètes sans avoir aucun rapport avec les êtres humains, puisque les Yoja les ont affrontés dans de multiples mondes dans le cadre de leur rite de passage. Pourtant, qu'on soit clair, le xénomorphe tel qu'on le connaît a cet aspect-là parce qu'il naît à partir de l'ADN humain. Il ne peut donc pas lui être antérieur. Et pour un petit peu mieux comprendre tout ça, laissez-moi vous expliquer le processus de croissance et de naissance du xénomorphe. Les œufs eux-mêmes sont des espèces d'individus à part entière, dotés de veines et qui palpitent constamment, et que l'on nomme les ovomorphes. Dans ces œufs ne se trouvent pas encore de véritables xénomorphes, mais des facehuggers, des sortes d'araignées dégueulasses qui s'accrochent au visage de leurs victimes pour les incuber par la bouche. Ils plongent leur proie dans une sorte de coma, durant lequel ils la maintiennent en vie en l'oxygénant juste ce qu'il faut. Dans cette position, ils sont très durs à retirer, car en guise de sang, c'est littéralement de l'acide qui coule dans leurs veines, une caractéristique que l'on retrouve chez nos xénomorphes adultes. Les blessés risquent donc de tuer la victime. Ils sont également capables de resserrer leur étreinte autour de la gorge du malheureux si on menace d'essayer de les enlever. Après une durée de temps qui peut varier d'un cas à l'autre, la proie est incubée et le facehugger se retire de lui-même pour aller mourir. Mais ce n'est que le début du calvaire pour la victime, qui se réveille avec une faim de loup sans se douter qu'elle nourrit un parasite qui grandit en elle, le chestburster, littéralement destructeur de poitrine. Il s'agit en quelque sorte du stade de nouveau-né du xénomorphe. Une fois qu'il est prêt, il sort de son hôte en lui éclatant le poitrail de l'intérieur, ce qui, bien sûr, ne laisse pas vraiment de chance de survie. Sous cette forme, il est encore très petit et fragile, mais il se déplace très rapidement. Par la suite, cela varie également selon les cas documentés. Soit il mue un petit peu comme un serpent, soit il passe par une sorte de cocon pour atteindre le stade adulte, comme dans Alien Romulus. Peut-être qu'il doit forcément passer par les deux, mais qu'on ne s'en rend pas compte à chaque fois dans les différents films, ou alors il s'agit de deux espèces différentes. Si présence d'une reine, et donc d'une colonie avec une potentielle forte concentration d'individus au même endroit, ils s'organisent mieux. Ils créent alors des espèces de cocons avec des sécrétions écœurantes dans lesquelles ils enferment leurs victimes pour les incuber plus facilement, et ce, quasiment à la chaîne. La reine pond alors les œufs de facehugger qui n'ont plus qu'à sagement aller se déposer sur la tronche des malheureux captifs. Bref, vous l'aurez compris, dans tous les cas, c'est joyeux. Et ça fait plusieurs fois que j'évoque des espèces ou des spécimens différents. Laissez-moi vous présenter différentes sortes de xénomorphes.
Déjà, avant toute chose, au sein d'une colonie, un petit peu comme pour les abeilles ou les fourmis avec qui ils partagent certaines similitudes, il y a différentes sortes de xénomorphes, qui ont chacune un rôle différent au sein du groupe. Il y a les basiques, ou drones, qui font en quelque sorte office d'ouvriers. Ce sont par exemple eux qui construisent les cocons pour emprisonner les victimes. Ce sont également des chasseurs, dont le rôle est avant tout de faire prospérer la colonie en trouvant de nouveaux hôtes pour leurs petits. À côté de ça, nous trouvons les soldats, dont le nom est assez évocateur. Ils doivent protéger la colonie et éliminer les menaces, et descendent apparemment directement de l'arène. Les drones et les soldats se ressemblent fort, mais les guerriers sont plus résistants et plus grands en moyenne. Dans Alien vs Predator, nous avons également des prétoriens ou gardes royaux, énormes bien plus que leurs congénères, et dont l'objectif est de protéger la reine coûte que coûte. Ils sont d'ailleurs dotés d'une crête semblable à la sienne. Et enfin, la reine. Immense, terrifiante et magnifique. La souveraine des xénomorphes est au centre de la colonie. Elle pond les œufs. Elle est bien plus grande que les autres individus et surtout beaucoup plus intelligente, capable même de comprendre le fonctionnement de technologies humaines comme les ascenseurs par exemple. Elle est féroce au combat, même s'il est peu probable qu'elle se batte si sa colonie n'est pas menacée, et que lorsqu'elle pond, elle devient incapable de se défendre ou de bouger, accrochée à une sorte de gigantesque sac d'œufs. Mais quand elle attaque, elle ne fait pas semblant et utilise ses 4 bras, ses 2 mâchoires ou sa queue monstrueuse pour affronter ses adversaires, avec une agressivité implacable. Voilà ce qui concerne les rôles des différents individus au sein du nid ou de la colonie. Mais nous avons pu voir au fil des films des spécimens encore à part. Et bien sûr que je vais te les présenter, mon grand. Nous avons déjà évoqué le Deacon et les néomorphes, ainsi que les hammerpeds, mais il y en a d'autres. Par exemple, dans Alien 3, nous avons droit à un xénomorphe né après avoir été incubé dans un chien. C'est le runner, et il est différent de nos aliens habituels. Il est plus rapide et agile, se déplace plus souvent à 4 pattes et a des comportements typiquement canins, comme celui de humer ses proies. Mais aussi, il traque littéralement ses victimes et les élimine sauvagement et très rapidement, et ne semble pas avoir pour volonté de créer un nid. Bon, je vais l'évoquer pour que les fans soient satisfaits, mais dans Alien vs Predator Requiem, nous avavons bien sûr droit au Prédalien, le xénomorphe né à partir d'ADN Yautja, et donc bien sûr très féroce et imposant, et capable d'injecter des embryons xénomorphes directement dans le corps de ses victimes, comme les facehuggers. Il est assez cool en soi, j'avoue. Mais le film est très mauvais. Ensuite, nous avons le newborn, ou nouveau-né, que l'on peut retrouver dans Alien Résurrection. Il s'agit d'un hybride humano-xénomorphe pondu par une reine extraite du corps du clone de Ellen Ripley par les militaires de l'Auriga. Je sais, c'est compliqué. On y reviendra vite fait. Ce nouveau-né est donc conçu en partie avec l'ADN de Ripley, qu'il reconnaît comme sa mère au point de tuer la reine alien qu'il a pourtant mise au monde. Il ou elle a des comportements d'enfant humain et éprouve des sentiments comme l'amour pour sa mère, tout en étant beaucoup plus agressif et vraisemblablement guidé par un instinct animal. Sa force est impressionnante, de même que sa résistance, et nul doute qu'il représentait l'arme ultime que convoitait tant Weyland-Yutani, puis le général Perez. Nous pouvons également citer le newborn de Alien Romulus, né parce qu'une femme enceinte s'est injectée directement de l'huile noire dans le corps. Lui ressemble beaucoup plus aux ingénieurs, ce qui appuie le fait que ceux-ci aient un lien direct avec le mystérieux liquide, mais aussi avec les êtres humains. Et il est tout aussi terrifiant que son prédécesseur, voire plus. Oui, le xénomorphe est la forme de vie suprême. Et en tant que telle, elle a nourri l'intérêt d'organisations pas forcément toujours très bien intentionnées. Mais quelles sont exactement ses capacités? Nous en avons déjà évoqué quelques-unes, mais je vais compléter le tableau. Et croyez-moi, vous n'avez mais alors pas du tout envie de croiser un xénomorphe. Bon, nous l'avons déjà vu, mais ce sont déjà des armes vivantes à tout point de vue, conçues pour tuer, hyper agressives et intelligentes lorsqu'il s'agit de traquer leurs victimes. Le prédateur ultime, en somme. Mais en plus, et c'est ce qu'il faut souligner en particulier, ils sont très résistants, et ce à de nombreux types de situations. Par exemple, ils peuvent même survivre dans le vide spatial, une caractéristique unique et qui plaît beaucoup aux scientifiques de Weyland-Yutani. L'huile noire responsable de leur existence possède également certaines propriétés qui expliqueraient leur longévité et leur capacité à se régénérer ou prendre des coups sans crever. Par exemple, la compagnie fera des tests avec cette huile et arrivera, dans une certaine mesure, à complètement régénérer une souris de toutes sortes de mal, voire même potentiellement de la mort. Bon, la compagnie n'a pas réussi à maîtriser l'huile noire, puisqu'à la fin, la souris a fini en 1000 morceaux. Mais c'est un détail. Et surtout, il y a un début de piste. Et cela expliquerait effectivement en partie l'effroyable résistance des xénomorphes. Ils sont également capables de nager comme des champions olympiques, de se balader comme si de rien n'était dans des conduits d'aération hyper étroits malgré leur grande taille, de se camoufler à peu près n'importe où pour rester quasiment invisibles, etc. En soi, pour les éliminer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut des armes lourdes capables de transpercer leur carapace et causer de gros dégâts, ou provoquer de gros changements de température auxquels ils sont sensibles. Utiliser un lance-flamme ou les geler semble avoir un impact sur eux.
De plus, attention, si vous arrivez à en tuer un, gare aux giclées de sang acide qui rongeront la coque même du vaisseau le plus solide, causant forcément de gros dégâts lorsque vous voyagez dans l'espace. Agilité et force monstrueuses, intelligence surprenante qui leur permet de faire face à l'adversité ou de fuir si la menace devient trop oppressante, la double mâchoire, la queue, les griffes, bref, ils sont méchants et très puissants. Mais pour autant, à travers l'univers, ils ont parfois connu des adversaires à leur hauteur. Comme d'hab, laissez-moi vous présenter les plus marquants d'entre eux, selon moi. Clin d'œil, clin d'œil. On commence doucement avec celui qui est probablement mon troisième personnage préféré de toute la franchise, Leonard Dillon, que j'aime appeler Preacher. C'est un détenu condamné à perpétuité pour viol et meurtre et enfermé au pénitencier Fiorina 161 sur une planète hostile et complètement vide en dehors de la prison. C'est aussi le leader spirituel du groupe de prisonniers restant depuis la fermeture officielle du site par Weyland-Yutani, et il est en grande partie le garant de l'unité du groupe. Malgré sa volonté de rester à l'écart, lorsque le xénomorphe, alias le dragon, se montrera et commencera à assassiner tout le monde sur place, il sera l'un des meneurs du groupe et il s'alliera à Ripley pour tenter d'abattre la créature. Il permettra de contrôler un groupe pourtant difficile à souder, composé d'odieux criminels, et sa connaissance des lieux sera forcément utile. Malheureusement, il sera obligé de se sacrifier pour donner le temps nécessaire à Ripley pour refermer le piège sur le xénomorphe, et il le fera sans aucune hésitation. Ce sera son ultime acte de rédemption. Bon, j'aurais pu citer tout le groupe de mercenaires du Betty qui sont obligés d'affronter les xénomorphes pour survivre aux événements de Alien Résurrection, mais je vais me concentrer sur Annalee Cole. C'est une Auton, à savoir une synthétique créée par des synthétiques, une génération de robots qui se sont rebellés contre les humains et ont subi leur foudre pour ça. Elle devient membre de l'équipage du Betty après avoir appris que ses membres kidnappaient des civils pour le compte du gouvernement militaire et notamment du USM Auriga, qu'elle souhaite infiltrer pour tuer Ripley 8, la clone d'Hélène Ripley, avant que la reine alien qu'elle contient ne soit extraite par les scientifiques de l'armée. Malheureusement, elle arrivera trop tard, la reine ayant déjà été retirée depuis un bon moment, et elle se retrouvera au beau milieu de l'invasion du vaisseau par les xénomorphes. Avec Ripley et les autres mercenaires, elle se battra pour réussir à s'enfuir, et sera l'une des raisons majeures de la survie d'une partie du groupe, ainsi que du sauvetage de la Terre. Héroïne de Alien Romulus, Rain Carradine est une jeune femme qui rêve de liberté et souhaite quitter sa condition d'ouvrière sur une colonie de Weyland-Yutani où la population est clairement exploitée. Avec un groupe d'amis, elle investira les ruines de la station Renaissance appartenant à la compagnie pour y voler le matériel indispensable pour un long voyage spatial et leur permettre de fuir une bonne fois pour toutes. Malheureusement, sur place, ils seront confrontés aux travaux de l'équipe des scientifiques qui étudiaient les xénomorphes. Elle parviendra non seulement à survivre, mais également à éliminer bon nombre d'aliens en se battant comme une véritable guerrière, puis fera face au rejeton hybride entre xénomorphes, humains et ingénieurs, l'un des adversaires les plus terribles jamais proposés par la franchise. Qu'importe, elle parviendra à l'éliminer, telle une Hélène Ripley bis, et tentera d'aller au bout de ses rêves de liberté. Bon, vous l'aurez peut-être compris en regardant la vidéo, mais la compagnie Weyland-Yutani est le véritable antagoniste de la saga Alien. Ils sont chaque fois responsables de l'essor des xénomorphes à cause de leur volonté à les étudier et à utiliser cet organisme parfait à leur avantage, sans tenir compte des risques qui chaque fois leur retombent dessus. Ou alors, ils créent un androïde hyper curieux et intelligent qui sera littéralement leur créateur. Il n'empêche, ils sont aussi des ennemis pour les xénomorphes eux-mêmes, qui ne se laissent jamais dompter. Weyland-Yutani, puis plus tard l'armée, dans la continuité de leurs travaux, n'ont cessé de chercher à élever des spécimens, et même des reines, pour créer l'arme bactériologique ultime ou l'ouvrier parfait, immortel et ultra rentable, et ont de ce fait surestimé leur capacité à dompter l'indomptable dans un but capitaliste. Weyland-Yutani a donc à la fois été un allié indirect aux xénomorphes en leur permettant malgré eux de développer des colonies, mais c'est aussi eux qui ont envoyé les Marines dans Alien par exemple, ou sont à l'origine de leur captivité, voire même de leur torture parfois. Bref, je me devais de citer Weyland-Yutani, même si, pour être honnête, ce sont avant tout les ennemis de notre personnage suivant, l'adversaire ultime des xénomorphes, et pour beaucoup, l'une des plus grandes héroïnes jamais apparues au cinéma.
Ça y est, vous en avez entendu parler durant toute la vidéo, et évidemment, c'est elle, l'ennemi ultime des xénomorphes. L'héroïne des 4 premiers films Alien, durant lesquels elle a à chaque fois affronté un ou plusieurs extraterrestres, et surtout a réussi à empêcher leur expansion à chaque fois. Elle a vaincu, directement ou indirectement, de reines et des dizaines de spécimens différents, allant même jusqu'à se donner la mort plutôt que de prendre le risque de voir un xénomorphe s'échapper dans la nature. C'est ça, Ellen Ripley. Elle ne cherche pas juste à survivre, elle cherche à empêcher la menace de s'échapper et de devenir un danger pour d'autres personnes. Et même après son décès, elle restera leur plus grand adversaire. Clonée par les humains parce que ceux-ci voulaient absolument exploiter les créatures, elle est désormais liée aux aliens. Plus forte, plus agile, plus féroce aussi, elle est en quelque sorte devenue leur cousine, puisqu'une partie de leur ADN fait désormais partie d'elle, jusqu'à engendrer un hybride qui la reconnaît comme sa mère. Avant de rencontrer les xénomorphes, Hélène n'était qu'un lieutenant d'équipage de vaisseau tout à fait ordinaire. Et elle est devenue par la force des choses une héroïne invincible dont le nom a continué de résonner durant plusieurs siècles et qui, avec le temps, s'est changée en légende. Sans aucun conteste, Ellen Ripley est la plus grande adversaire des xénomorphes. La plus grande experte concernant ces créatures. Celle qui comprend le mieux leur fonctionnement et la menace qu'elles représentent. Mais en plus, elle est vraiment devenue une guerrière féroce, qui a su se faire respecter même des marines surentraînées, des prisonniers cruels et dangereux, des mercenaires expérimentés ou même des pontes de compagnies gigantesques comme Weyland Yutani ou des reines aliens elles-mêmes. C'est tout simplement une adversaire à la hauteur de notre antagoniste légendaire qui aurait sans doute mérité sa propre vidéo. Mais si Ripley est devenue aussi iconique, c'est aussi parce que affronter de telles créatures relève à chaque fois de l'authentique exploit. Les xénomorphes sont parmi les monstres les plus célèbres du cinéma, dépassant de loin l'aura du cinéma d'horreur seul. Il n'y a qu'à voir comment les films déchaînent les passions. C'est le signe, et même malheureusement le revers de la médaille, d'une grande popularité. Le design unique de ces créatures, la terreur qu'ils inspirent aussi bien aux autres personnages qu'aux spectateurs, la qualité des films, tous ces ingrédients sont responsables de leur célébrité. Mais en plus de cela, les xénomorphes sont devenus des icônes de la pop culture, au centre de nombreux clins d'œil dans tout un tas de médias et inspirant des tas d'autres créateurs. Certaines immenses sagas du cinéma ne seraient pas nées sans Alien et ses merveilleux antagonistes. Mais en plus, les discours derrière ces organismes parfaits, la philosophie derrière les films aliens sur les caractéristiques qui font l'humanité ou la spiritualité autour du divin par exemple, sont autant de sujets et de regards passionnants qui ont propulsé les xénomorphes dans une autre dimension. Le concept de la forme de vie ultime cache d'innombrables aspects intéressants qui viennent creuser le fossé entre notre alien et les autres antagonistes horrifiques. Bref, absolument tout le monde connaît le xénomorphe ne serait-ce que de vue. Et rien que pour ça, il est devenu réel. Alors, si un jour vous avez l'occasion de voyager dans l'espace, n'oubliez pas que, dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Et voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode du Bestiaire de l'horreur. J'espère qu'il vous aura plu, malgré la longue attente. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.